À 10h40, le dimanche 29 avril 2007, dans une clairière du bois de la Chèvre, située sur la commune de Saint-Sulpice-de-Royan, un ramasseur de champignons découvre le cadavre d'une jeune fille. Le corps repose sur une dalle de béton, face contre terre. Les mains ont été liées dans le dos à l'aide des manches d'un vêtement. Tout le haut du corps, comme le sac à main, ont été carbonisés. Il règne encore dans l'atmosphère une odeur d'essence. Gendarmes et médecins légistes arrivent sur place. La carbonisation est intervenue, en tout cas alors qu'elle était déjà décédée, et ça on en a la certitude, il n'y avait pas de suie au niveau des bronches, il n'y avait pas de suie au niveau des poumons de ce côté-là, donc on avait séquencé les différentes périodes. Les mains liées dans le dos, alors qu'elle était encore vivante, les coups portés au visage, alors qu'elle était encore vivante, et enfin, la cause du décès, donc cette hémorragie cérébrale par une action violente, par un objet contendant une pierre, ça fait quasiment pas de doute du fait de l'aspect d'embarrure, c'est-à-dire d'enfoncement d'une zone du cerveau. Dans un premier temps, les enquêteurs se concentrent sur l'identification de la victime, découverte dans cette clairière à l'abandon, un lieu qu'il faut connaître pour y accéder. Les premières indications viennent d'un restaurateur du front de mer de Royan. Le lundi matin, dans les journaux, j'ai lu qu'on avait découvert le corps d'une personne dans un bois. Donc là, le faire en se disant non, c'est pas possible, mais j'ai quand même appelé la gendarmerie en leur disant que je n'avais plus de nouvelles d'une de mes serveuses depuis le vendredi soir. Voilà, donc ils sont venus et ils nous ont commencé à nous interroger. Et puis malheureusement, il s'est avéré que c'était Jennifer. La victime se nomme Jennifer Charon. Elle avait 21 ans. Elle avait rompu pratiquement tout lien avec ses parents divorcés et depuis 2 ans, elle vivait seule à Royan de petits boulots. Elle habitait la cité Touvent, où elle était hébergée depuis quelques jours par un couple, les époux Châtelier. Lorsque les gendarmes s'y présentent, ils croisent l'ex-petit ami de Jennifer, Abdelaziz Seridi, dit Samir. Ils nous ont mis en garde à vue. Je comprends pas pourquoi je suis là. C'est un meurtre, c'est pas du n'importe quoi. J'espère que vous faites pas n'importe quoi. Aux enquêteurs, j'espère que vous faites pas n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, ça a duré 5 ans. Samir est mis en examen et incarcéré à la prison de Rochefort, essentiellement car il s'avère incapable d'expliquer son emploi du temps de la soirée du vendredi précédent, créneau horaire présumé du crime. Au même moment, les gendarmes interpellent un second suspect, José Abrantes Mendes, âgé de 42 ans. Ce Portugais ne connaissait apparemment pas la victime, mais il a déjà été condamné à 20 ans de réclusion pour avoir, à Paris, en 90, violé et tenté de tuer une jeune femme par carbonisation. Il est sorti de prison en 2003, il s'est installé entre Royan et Saintes, et il était absent de chez lui toute la soirée et la nuit du vendredi. Monsieur Mendes a toujours nié avoir participé au meurtre de Jennifer et avoir commis le meurtre de Jennifer. Il s'en est défendu bec et ongle pendant plus de 2 ans, ne cessant de clamer son innocence, et je reste persuadé que monsieur Mendes n'a pas commis ce meurtre. Les éléments contre Mendes sont pourtant troublants. Il est rentré chez lui au petit matin, couvert de sang, et ne cesse d'accumuler les versions plutôt incohérentes de son emploi du temps. Je pense qu'il y a vraiment coaction. Nous avons des éléments qui sont extrêmement troublants. Nous avons retrouvé au cœur des liens l'ADN de Mendes et l'ADN de Seridi, au cœur des liens. Je pense aussi, alors que l'on sait que Jennifer a été menottée les bras dans le dos, de son vivant. Faire tout ça seul paraît quelque chose d'extrêmement difficile et très hasardeux.
Le juge d'instruction, Serge Ray, en décide autrement. Au terme de son instruction, en juin 2010, il renvoie Mendes devant les assises et prononce un non-lieu en faveur de Séridi, à ses yeux plus coupable de petites magouilles et de gros mensonges que de la mort de Jennifer. Un non-lieu qui a été argumenté sur plus d'une 50aine de pages, ce qui n'est pas rien. Argumenté juridiquement au regard des éléments du dossier et qui permettent de dire qu'aujourd'hui, rien ne permet d'accuser M. Séridi du meurtre de Jennifer Charron. Pour les parties civiles, savoir qu'un juge d'instruction, dans le secret de son cabinet, puisse estimer seul qu'il n'y a aucune charge contre quelqu'un qui n'a cessé de mentir, c'est intolérable. Appel du non-lieu est donc relevé auprès de la chambre de l'instruction, qui 4 mois plus tard contredit le juge en renvoyant Séridi lui aussi devant les assises, au motif principal qu'il n'a cessé de dissimuler son véritable emploi du temps. Pour autant, les magistrats de la chambre n'apportent pas plus que le juge la preuve que les deux hommes se connaissaient. Nous avons, je crois, affaire à un menteur professionnel. Et tout de suite, on a créé un sentiment de mensonge, un sentiment de se soustraire à la justice. Et ça, c'est aujourd'hui ce qu'il faudra donc percer à jour lors de l'audience. La situation se complique encore 2 mois plus tard. Le 5 décembre 2010, José Mendes décède d'un malaise cardiaque dans la cour de promenade de la prison de Saintes. On ne va pas faire l'économie du procès de Mendes, même s'il est mort, on ne va pas s'en priver dans la mesure où c'est lui qui implique Séridi. Et s'il implique Séridi, c'est que bien sûr lui, à mon avis, ça a toujours été ce que j'ai soutenu, il veut se défausser de sa propre responsabilité. Il faut qu'il trouve un coupable. Et c'est Mendes qui trouve le coupable, qu'il désigne. Le coupable, selon Mendes, c'est Séridi. Sauf que ça ne tient pas du tout, on va le démontrer. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de faire effectivement jusqu'au bout le procès de Mendes, même s'il est mort. L'audience de la cour d'assises de Charente-Maritime, siégeant à Saintes, s'ouvre le 12 décembre 2011 pour 5 journées. 33 témoins et 8 experts sont convoqués pour déposer. Le procès est entouré d'un certain malaise. Samir Séridi se retrouve bien seul à répondre d'un crime dont il ne semble pas être le suspect principal et dont rien ne prouve même qu'il soit le fait de 2 auteurs. Les parties civiles s'installent au premier rang. Didier Charron, le père de Jennifer, et sa nouvelle compagne d'abord, la mère de la jeune fille ensuite. Pour eux, la mort naturelle de Mendes les a privés d'un vrai procès, mais ils considèrent que Samir Séridi a bien été complice du meurtre sauvage de leur fille. La mère de Jennifer est représentée par maître Vincent Lagrave, un avocat pénaliste de La Rochelle. Le père par le bâtonnier Charles Andreau. Le siège du ministère public est occupé par le vice-procureur de la République de Saintes, Joël Contu. Face à eux, Samir Séridi est défendu par l'expérimenté bâtonnier Jean Moulineau et par maître Francesca Satta, qui assiste l'accusé depuis les débuts de l'instruction en cours contre lui. Mesdames et messieurs, la Cour. Les débats seront dirigés par la présidente Nathalie Pignon. L'audience est ouverte, vous asseoir. La Cour va d'abord s'attarder sur l'emploi du temps de Séridi ce vendredi soir. La cité de la Robinière ressemble plus à un squat qu'à un HLM. Un bon nombre de locataires ne payant pas leur loyer, l'immeuble est à l'abandon. La plupart des appartements n'ont ni eau ni électricité. Le résultat en est une sorte de vie communautaire, où les habitants vivent la porte ouverte, d'entraide et d'embrouille. Non, j'ai pas quitté la Robinière. La soirée, quand elle commence à 22h, il y avait des amis qui viennent et sortent, des voisins. J'ai pas d'alibi parce que je suis monté
du 2e étage au 3e étage et je remonte au 4e, là où j'habite. Et je dors après, je dors tout seul parce que bon, je suis divorcé, il n'y a pas ma femme à côté, j'ai pas d'alibi. Ce qui est à peu près sûr, c'est que Samir arrive à la Robinière vers 22 h, à une soirée très arrosée, organisée chez un nommé Lassen Ouaradi, au 2e étage. Il semble disparaître vers minuit 30 et réapparaît vers 3 h. Personne n'a vu son véhicule quitter le parking. Le défilé à la barre des témoins de la Robinière est nettement plus pittoresque qu'instructif. Une dame, très fatiguée et autoproclamée dépressive, jure souffrir d'amnésie totale. Un homme explique à la présidente Eberlué que sa capacité de mémoire est inversement proportionnelle à la quantité d'alcool qu'il boit. Ces témoins qui ont des problèmes ou d'alcoolisme ou de dépression ou autres, qui sont incapables de se souvenir de leurs propres déclarations alors qu'ils ont été interrogés 4 fois dans ce dossier chacun, ce qui est énorme. Par exemple, Madame Pajot qui est incapable de dire à quelle heure elle est repartie de la soirée alors que Monsieur Ouaradi va nous confirmer précisément qu'elle est partie à 7 h alors qu'elle semblerait être partie à 4 h pour aller promener son chien. Lassen Ouaradi, l'organisateur de la soirée, n'est guère plus précis. Il comparaît d'ailleurs devant la cour alors qu'il se trouve lui-même en garde à vue pour avoir, le matin même de l'audience, menacé de mort Séridi, auquel il reproche une liaison avec sa femme. Impossible de démêler le vrai du faux de ces témoignages échevelés. S'il subsiste un seul élément à retenir, c'est que l'absence de Samir de la Robinière, si elle a été réelle, n'a pu excéder 2 h 30. C'est très peu pour avoir pu rejoindre Mendes, participer au crime et revenir comme si de rien n'était. Car à 3 h du matin, Samir est calme, détendu et ne porte aucune trace suspecte. On focalise sur cette question de l'emploi du temps pour démontrer quoi? Allez, disons-le. On cherche à démontrer depuis le début de cette affaire que Séridi est un menteur et on veut faire dire que, et juger qu'à partir du moment où c'est un menteur, c'est que c'est un coupable. Voilà la réalité du dossier. Ils vont vous juger sur ce que l'impression qu'ils vont avoir. Je vous l'ai dit, c'est l'impression qu'ils vont avoir. Donc il faut qu'ils aient l'impression que vous êtes un homme. Vous êtes une victime du système judiciaire. Donc il ne faut surtout pas leur donner l'occasion de penser que vous êtes un menteur. Samir Séridi est né en Algérie il y a 41 ans. Il est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants, dont 4 filles. Il évoque une jeunesse sans histoire. Monsieur Séridi, c'est quelqu'un qui parle peu de son histoire personnelle et de son histoire familiale. Ce qu'il relève, ce sont essentiellement des traits très généraux. On dit ça, banaliser finalement son histoire personnelle. Mes parents, ils s'occupaient bien des enfants. Moi, j'étais le petit chéri de tout le monde. J'étais un peu le chouchou, oui. J'étais un peu l'enfant gâté. On est 6 enfants, on est 6 à la maison, je suis l'aîné. Oui, j'ai eu ma grosse part de mes parents. Et puis, quelques éléments viennent contredire un peu ces assertions. Par exemple, il n'a jamais eu le bac. Et alors qu'il avait un diplôme de technologie, il va s'occuper, aller vendre faire le boutiquier dans le bled, comme il appelle, en Algérie ou probablement en Algérie. Donc ce sont ces éléments qui sont assez contradictoires, qui font en partie, qui témoignent pour une personnalité évitante, c'est-à-dire qui hésite, qui est glissante, qui est lisse, qui est fuyante, et en même temps pour des traits narcissiques qui ne sont pas majorés au point de parler que de lui, etc., mais qui effacent toute aspérité dans sa personnalité. Samir traverse la Méditerranée, d'abord vers l'Italie, puis gagne la France avec un visa de touriste. Il vit un temps entre Nice et Marseille, d'un petit trafic de vêtements contrefaits. Je suis venu en France dans les années 94, en vacances.
Quand on a 21 ans, on est plein d'énergie et plein d'espoir. Moi, je suis sorti pour la première fois de l'Algérie, je sors en vacances. J'étais en France, j'étais en Italie. Je vois un autre monde. J'aimerais bien, oui. On cherchait meilleur ailleurs. Il part ensuite à Bordeaux, où il vivote d'un petit trafic de cannabis autour de la place Saint-Michel. C'est dans cette ville qu'il rencontre sa future femme, Annabelle. En 2000, le couple s'installe à Royan, à la Robinière, et se marie l'année suivante. 2 enfants naîtront en 2002 et 2004, avant la séparation des époux. Il menait une vie sans trop travailler, toujours faite d'arrangements. C'est-à-dire de deals de hashish ou de petites grivelleries, voler une pochette au casino, des choses comme ça, qui lui ont valu quelques déboires avec la justice, antérieurement. Samir est atteint d'une passion dangereuse, celle du jeu. Il fréquente le casino de Royan, où en une soirée, il peut perdre, dit-il, 400 €, soit à peu près l'intégralité de ses revenus mensuels officiels, c'est-à-dire le RMI. Il joue aussi au PMU, dans cet établissement situé à la lisière de la Tache Verte, cette place centrale de Royan, haut lieu nocturne du trafic de cannabis. Dans son box, Samir a du mal à se reconnaître dans ce portrait peu flatteur de parasite social, comme le qualifie l'accusation. Il ne répond jamais tout à fait aux questions posées, agaçant tant la présidente que les avocats des parties civiles. Quel est son intérêt aujourd'hui de nier qu'il était trafiquant, qu'il dealait, que c'était un petit peu sa façon de vivre pour essayer d'avoir un pécule puisqu'il ne travaillait pas. Il dit non, c'était juste pour ma consommation personnelle. Quel est son intérêt? On ne comprend pas son intérêt. Donc c'est bien un menteur patenté qui construit une personnalité de toute pièce et qui a considéré le mensonge comme mode de vie. Le dernier témoin de la journée, c'est Annabelle, l'ex-femme de Samir et mère de leurs 2 enfants. Ils sont séparés définitivement depuis 2005, mais continuent à se voir. Pour les proches de Samir, il en est encore amoureux. Pour elle, il n'est plus qu'un bon père pour ses enfants. C'est vraiment un des moments du procès qui est important. Tu vois, donc reconnais les choses. Si elle dit oui, tu m'as frappé, etc. Ouais, je t'ai frappé une fois parce que ceci, parce que cela. La cour. Annabelle raconte la rencontre avec Samir. Elle n'a que 19 ans, elle est très amoureuse. Lui, il a 28 ans et un visa de séjour périmé. Puis le mariage, la robinière et leur mésentente. Samir est jaloux, il ne travaille pas, passe ses nuits dehors. Lorsqu'elle prend un emploi de serveuse, il la traîne par terre et lui casse la mâchoire. À la naissance du second enfant, elle le quitte. Moi, ce qui m'a choqué cet après-midi, c'est que sur des faits graves, comme celui d'avoir fracturé la mâchoire de son épouse, il dit ne pas se souvenir, alors que les faits sont extrêmement précis. Son ancienne épouse a été précise sur les dates, sur les faits, sur le déroulement dans la chambre, le fait qu'elle a été tirée de sa chambre, donc les faits sont extrêmement violents. Et il le dit avec un ton innocent, mais je ne m'en souviens pas. Il y a quand même une façon de procéder qui est tout à fait semblable à celle qu'il a toujours tenue pour ce dossier sur le fameux fait du 27 avril. Donc il y a effectivement un parallélisme ici qui me frappe et qui me choque. Il est fuyant, mais il l'est aussi dans ses éléments biographiques. Donc s'il était vraiment dans une stratégie de défense, c'est-à-dire dans une posture de se dire finalement je suis fuyant parce que j'évite la réalité des faits, parce que etc. Il ne le serait pas bien évidemment concernant les éléments biographiques. Or vous avez bien vu, et j'ai posé la question à l'expert le dit dans son rapport, il est comme ça concernant la relation des faits, mais il est aussi comme ça concernant sa biographie. Si Samir ne sort pas grandi de cette journée, et si son narcissisme a pu en souffrir, le principal ne reste pas moins qu'aucun élément n'est venu l'impliquer directement dans le meurtre de Jennifer. En cette matinée pluvieuse de la 2e journée d'audience, la Cour va se pencher sur Jennifer, sa vie, sa personnalité et sa disparition.
Elle va également examiner les quelques 3 semaines de liaison entre la jeune fille et Samir, ainsi que les conditions de leur séparation, 1 semaine à peu près avant les faits criminels. Si le jeune homme est coupable, son mobile ne peut résider que dans cet épisode. Mesdames et messieurs, la cour. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Jennifer avait 21 ans à son décès. Elle avait été élevée entre ses 2 parents divorcés dans le nord du département. Selon sa mère, elle était coquette et aimait plaire. Elle suivait normalement ses études, collège, puis lycée. C'était une bonne vivante. Elle aimait la vie, à la maison, à chanter, elle était toujours en train de chanter. Elle était joyeuse, elle faisait ses études, elle faisait tout correctement, donc voilà, c'est tout ce qui importe. Jennifer ne s'entend pas avec la nouvelle compagne de son père. À quelques mois du baccalauréat, elle plaque tout, brusquement, pour gagner Royan. Elle est partie du jour au lendemain avec un mot dans la boîte à lettres et j'ai pas eu de nouvelles après. Donc après, elle voulait faire sa vie, elle avait 19 ans. Bon, on peut pas se retenir quelqu'un qui est majeur. Hein. À l'été 2006, Jennifer trouve un emploi de serveuse au Régent, sur le front de mer. Elle se fait des amis, dont Marie, chez qui elle vivra un peu plus tard. Dans un hôtel, elle avait une petite chambre, mais qui coûtait la peau des fesses. Et elle s'en sortait pas. Et quand ma fille m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, nous on a un T5, ma foi qui sert à rien, ramène-la. Jennifer atterrit ainsi à la cité Touvent, qui ressemble, bien qu'à un moindre degré, à la Robinière. Elle partage l'appartement de Marie, en entamant une brève relation sentimentale avec l'un de ses fils, tandis que Samir fréquente la mère. Cette gamine, elle était géniale. Voilà. Bon, elle avait ses problèmes, elle avait des problèmes avec ses parents, etc. Ok, mais à côté de ça, elle bougeait sans arrêt. Et moi, je l'ai vue faire le ménage en dansant. C'est des souvenirs, mon fou. Et voilà, et elle était partie. Il fallait pas grand-chose, quoi. Mais Marie quitte Royan. Les factures de l'appartement ne sont plus payées, l'eau et l'électricité sont coupées, l'appartement devient un taudis. Jennifer n'a plus de travail et erre dans l'immeuble. Elle n'avait rien à manger, je l'avais présentée au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Bon, elle me disait, oh Lily, j'ai honte. J'ai dit, il n'y a pas de honte, ma puce. Quand on n'a pas de sous, il faut manger. C'est à cette époque, chez Marie, que Samir rencontre Jennifer. Il la trouve très jeune et un peu trop délurée, mais elle insiste. Et je connais Jennifer chez des amis, notamment la femme qui l'a hébergée, Marie. J'ai connu Jennifer là-bas. C'était le moment qu'on était dans une séparation, un divorce avec mon ex-femme. Je peux pas dire que c'était une histoire d'amour, je vais pas mentir. Parce qu'on ne s'y connaît pas, on s'est pas connu plus... on s'est pas connu longtemps, on n'a pas passé vraiment des moments, quelques années. Moi, c'est ça ce que je dis après. L'amour, ça, c'est avec le temps, l'amour. Hein. Samir ne change rien à ses habitudes. Il se lève à midi et traîne l'après-midi et le soir dans les établissements situés autour de la Tache Verte, jouant à la belote ou au PMU. On ne peut pas savoir s'il a été quelqu'un frappé d'addiction vis-à-vis des jeux, mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'il a perdu énormément d'argent à plusieurs reprises dans les casinos. Hein. Ce qui fait qu'il s'est trouvé dans des situations délicates et que quelquefois, il privilégiait même le jeu par rapport à la défunte, la victime, quand il avait gardé les clés et qu'il était en train de faire son PMU et qu'il a refusé de répondre ou de ramener les clés alors qu'elle était à la porte de chez elle. C'est ce dernier épisode qui convainc Jennifer de mettre un terme à sa relation avec Samir. Aucun des deux ne semble en souffrir beaucoup. Ça m'a fait de la peine de l'avoir et je lui avais dit au matin, écoute, si tu es là encore quand j'arriverai, je te préviens, tu descends. Et puis c'est comme ça que je l'ai accueilli chez moi.
Jennifer emménage chez les Châteliers 3 semaines avant sa mort. Elle dispose enfin d'une vraie chambre et de la chaleur humaine de ce couple atypique auquel elle avait fait part de sa rupture avec Samir. Tu sors plus avec lui, c'est un fait. Vous vous êtes séparés, est-ce qu'il va prendre ça bien, est-ce qu'il va prendre ça en mal? Elle me dit non, mais on se parle quand même. Hein. On se voit quand même en bon copain, mais bon, j'ai dit écoute, hein. Surtout fais attention à toi, c'est tout. Moi je l'avais déjà mis en méfiance, sans plus. C'est un nouveau revers pour l'accusation. Tous les témoins attestent que Samir et Jennifer étaient restés en bons termes. Qui plus est, en quelques jours, chacun avait entamé de son côté au moins une nouvelle relation. Le mobile sentimental s'évanouit. C'est encore grâce à Liliane Châtelier que Jennifer trouve un emploi pour la saison 2007 comme serveuse au Marailleur. Elle est venue faire un essai et ça lui a beaucoup plu. Et moi, je l'ai trouvée très disponible, très ouverte. Nous avons donc fait affaire. Et à partir du 20 avril, je l'ai pris en contrat pour la saison 2007. Ses collègues de travail décrivent Jennifer comme agréable, ni timide, ni farouche. Toutes assurent qu'elle était contente de son nouvel emploi. Elle était en repos le mercredi. Le jeudi, elle est revenue travailler, le vendredi aussi. Et donc, à partir du vendredi soir, c'est là où j'ai plus de nouvelles. Jennifer quitte son service un peu avant 23 heures. Elle se change devant le casier qui lui est alloué et part du restaurant avec une collègue. Les deux jeunes filles se quittent 200 mètres plus loin, devant le Régent. En continuant de remonter le front de mer, Jennifer passe devant le quai Ouest. Ce vendredi 27 avril, j'ai payé ma terrasse entre 23h et 23h15, parlé avec Jennifer, lui proposé de boire un verre qu'elle a refusé parce qu'elle sortait du boulot, qu'elle était fatiguée et qu'elle rentrait chez elle. Elle était seule, La jeune fille poursuit sa route en direction de la cité Touvent. À 23h37, son téléphone portable sonne à la hauteur de la poste. On ne la reverra plus vivante. Cet appel téléphonique, c'est l'élément initiateur du crime. C'est celui qui modifie les projets de Jennifer pour la soirée. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? J'arrive pas à comprendre, je vous laisserai dire. Voilà. L'audition de Michael Ruiz, le meilleur ami de Mendes, va permettre de comprendre l'origine vraisemblable de cet appel téléphonique. En fin d'après-midi, ce vendredi 27 avril, Mendes prend de l'essence à l'entrée de Royan. Son regard croise la silhouette de Jennifer, marchant sur le trottoir d'en face, en route pour le Marailleur. Il redémarre, en disant à Ruiz, assis à ses côtés, qu'il a repéré une fille. Il rattrape la jeune fille et parvient en quelques minutes de discussion à obtenir son numéro de téléphone portable, proposant de la voir le soir même. Presque aussitôt, il repart vers la cabine téléphonique de la Tache Verte, en disant à Ruiz qu'il va vérifier que la fille ne lui a pas donné un faux numéro. On saura ainsi que Mendes a appelé Jennifer une première fois à 18h12. On disait qu'elle n'avait pas froid aux yeux, qu'elle allait franchement vers les hommes, qu'elle n'était pas suffisamment méfiante. Et ça dépeint bien sa personnalité. Et c'est pas du tout incompatible avec le fait qu'elle ait pu effectivement souhaiter rentrer chez elle avec des amis qu'elle connaissait et chez qui il n'y aurait peut-être pas d'aventure ou ça aurait été assez plat pour justement connaître une expérience un peu extraordinaire avec un inconnu. En fin d'audition, Ruiz est démoli. Il reconnaît que son ami Mendes était querelleur, bagarreur, obsédé sexuel, mais Mendes lui avait dit avoir fait de la prison pour hold-up, pas pour viol. Ce témoin qui, enfin, amène José Mendes dans le procès, eh bien, nous fait effectivement découvrir que le procès d'aujourd'hui est boiteux. On a Séridi dans le box, alors que Séridi n'est pas le meurtrier. L'absent n'est pas là, il ne subsiste que dans la lumière Séridi, et il faut que la défense veille à ce que, effectivement, cette lumière ne l'entraîne pas vers une condamnation qui serait encore une véritable erreur. C'est sans doute le tournant de l'audience. Sur le portrait de Samir,
le petit magouilleur au sourire charmeur, vient se superposer l'image fantomatique d'un prédateur à la dangerosité autrement plus alarmante. En cette troisième journée, la Cour va réexaminer la scène du crime avec les experts, dans l'espoir de mieux en retracer les circonstances et le déroulement. Un témoin est particulièrement attendu, Julie Thomas, la compagne de Mendes, devenue, avec Ruiz, le principal élément à charge contre Mendes. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. L'analyse de la scène de crime prouve au moins une chose. Jennifer y est arrivée vivante, sans doute les mains déjà liées dans le dos. Je pense qu'elle a été transportée dans sa coffre de voiture ou ailleurs, sur les lieux, et qu'il y a eu un passage à tabac, vraisemblablement à genoux, puisque la tache de sang est au sol. Il n'y a pas véritablement de coulure sur le haut du corps et sur le pantalon. Et ensuite, le corps a été déplacé pour une crémation plus générale. Sur la dalle, à côté du corps, gisait un amas de cire de bougies, comme un sinistre rituel. Pas un cérémonial, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a véritablement voulu faire disparaître le corps et qui a utilisé les moyens qu'il avait à sa disposition. Il a trouvé de l'essence, il a trouvé des bougies, il l'a utilisé, il a fait un cordon pour aller de la tête juste à un endroit où il pouvait faire une mise à feu sans danger pour lui. Je crois qu'on a affaire à quelqu'un qui, avant tout, cherchait à faire disparaître le corps en se protégeant lui-même. Quand dans des personnalités pathogènes, certains arrivent à ce genre de traitement de leurs victimes, pour ne pas ressentir la culpabilité, c'est que ces victimes sont considérées comme des objets au sens littéral du terme, c'est-à-dire des choses dont on peut profiter et qui n'ont aucune valeur et qu'on traite et qu'on tue comme si elles n'étaient rien. C'est avec les manches de son propre chemisier que les mains de Jennifer ont été liées fortement dans son dos. Curieusement, à sa mort, elle portait sa veste en jean sur son seul soutien-gorge. Pour cela, il a bien fallu que le chemisier soit ôté, puis que la veste soit remise avant que les mains ne soient attachées. Les enquêteurs ont émis deux hypothèses, une mise en scène ou un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Ça y est, je crois que le procès, là, il va être beaucoup plus équilibré. Oui. Parce qu'avec l'entrée de Mendes dans le procès, j'ai l'impression que tout le monde a commencé à relativiser aussi vous concernant. Faut pas qu'on baisse la garde. Non, nous, hein. non. Nous, on baisse pas la garde, et vous non plus. Hein. Enfin, il faut qu'on reste concentré, on va au bout, on fait le job jusqu'au bout. On a hein. quand même un témoin important encore ce matin, c'est Julie Thomas. Julie Thomas, elle a été quand même celle qui a vu Mendes arriver, couverte de sang, qui a essayé de le joindre plusieurs fois dans la nuit sans avoir de réponse à ses appels téléphoniques, qui a été obligé d'aller laver la voiture. Voilà. Et elle va pouvoir nous apporter aussi des éléments clés là-dessus. Comme hier, oui. Voilà, oui. La cour. Julie Thomas raconte cette nuit du 27 au 28, au cours de laquelle Mendes n'est pas rentré. Elle parle de son inquiétude, de ses appels téléphoniques sans réponse, de ses vaines recherches à l'aube, et puis de l'appel de Mendes à 8h du matin, lui annonçant qu'il avait eu un problème et qu'il revenait à la maison. À son retour, la voiture est couverte de boue et lui de sang jusqu'aux semelles de ses baskets. Pour se justifier, il évoque un cambriolage qui aurait mal tourné, au cours duquel l'un de ses complices aurait été blessé à la jambe, nécessitant la pose d'un garrot. Tout de suite, il entreprend de laver ses vêtements et il envoie Julie nettoyer la voiture dans un appareil automatique. Puis il la rappelle pour qu'elle passe ensuite soigneusement l'aspirateur dans l'habitacle et dans le coffre qu'il relavera lui-même le lendemain avec un produit détergent. Au juge, il dira sous différentes versions qu'il a bien bu un verre avec Jennifer ce soir-là, mais que Seridi est intervenu violemment et qu'il est parti faire son cambriolage. Faute de plainte de victimes de vol cette nuit-là, le juge fera dessiner à Mendes un croquis de la maison. Il fera survoler la zone par hélicoptère, puis il la fouillera lui-même avec Mendes, le tout sans aucun résultat.
Pour Mendes, qui certes ne peut plus se défendre, les dernières heures ont été ravageuses. On sait par Ruiz qu'il a rencontré Jennifer pour l'inviter à boire un verre le soir. Et l'on apprend par Julie Thomas qu'il est rentré le lendemain matin couvert de sang. La place du doute se rétrécit comme peau de chagrin et Samir devient le spectateur du procès de Mendes. On a le comportement du tueur qui est Mendes, qui lui revient chez lui et sa compagne vous dit il est hagard, il est épuisé, il est dans un état qu'elle qualifie de second. Il a des traces de sang sur les mains, il a des traces de sang sur son jean, il a des traces de sang sur ses chaussures, il y a des traces de sang dans la voiture. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Pour Samir, l'horizon s'éclaircit un petit peu. Si Mendes est bien le meurtrier, quel rôle aurait-il pu jouer dans le crime alors que les deux hommes ne se connaissaient pas? La journée qui commence ne sera sans doute pas aussi facile que celle de la veille pour Samir Séridi. Car après avoir tant bien que mal fait face à ses problèmes d'emploi du temps, il va devoir affronter la seconde accusation qui pèse sur lui, les traces ADN relevées sur Jennifer. L'expert est prêt à sa démonstration audiovisuelle. L'audience peut commencer. Mesdames et messieurs, la Cour. L'audience est reprise. En résumé, la trace ADN de Mendes a été relevée sur l'étiquette intacte du sac à main carbonisé de Jennifer, ainsi qu'au sein du nœud que formaient les manches de son chemisier autour de ses poignets. D'autres traces ADN, féminines, non identifiées, sont apparues sur l'étiquette du sac ainsi que sur une main de Jennifer. Enfin, l'ADN de Séridi figure à d'autres endroits du chemisier et des traces de liquide séminal lui appartenant sont révélées sur le haut du blue jean de la victime. C'est normal, vous trouvez mon ADN, si vous cherchez peut-être ailleurs, vous allez trouver mon ADN aussi, on a vécu ensemble. Si vous fouillez dans mes affaires, peut-être aussi que vous allez trouver son ADN. On s'est connus, on a couché ensemble, on a mangé ensemble, on s'est embrassés, il y avait toujours des contacts. L'explication serait vraisemblable si le blue jean n'avait pas été lavé entre-temps. Or, Liliane Châtelier soutient avoir lavé à froid mais à la machine, chemisier et blue jean 5 jours avant les faits, après donc la séparation entre Samir et Jennifer. Son chemisier, avec son pantalon, c'est bien moi qui l'ai lavé. Je l'ai étendu sur un porte-manteau. Et ça, le pantalon que j'ai vu, c'est bien le pantalon de Jennifer. Et le chemisier. Et son chemisier à rayures bleu et blanc, là, que j'ai... là, je l'ai... Il m'a sauté aux yeux, hein. Ah bah oui. Le juge fait alors relever par l'expert des jeans semblables, tachés de la même manière, dans la même machine à laver. Les traces en sortent largement diluées, mais encore faiblement présentes. Pas de résultat probant, donc. L'expertise, la trace de sperme, elle repose sur le postulat que le jean a été lavé. Bon. Et ce postulat même, lui, il repose sur le témoignage de Mme Châtelier. Alors, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un et le déclarer coupable du crime de meurtre sur la base du témoignage de Mme Châtelier? Le dernier témoin n'est pas le moindre. Il s'agit de Serge Ray, le juge d'instruction, cité par la défense de Samir Séridi. La manœuvre est transparente, mais de bonne guerre. Il s'agit de faire entendre aux jurés les arguments qui ont poussé le magistrat, à l'époque, à décerner un non-lieu à l'accusé. Mais le juge va aller plus loin en racontant son scénario du crime. À 23h37, le vendredi soir, à partir de cette cabine, Mendes appelle Jennifer, qui se trouve alors devant la poste sur le front de mer. Rendez-vous est pris pour aller boire un verre. Mendes passe prendre la jeune fille en voiture et tous deux gagnent, à quelques kilomètres au nord de Royan,
la ville de Saint-Palais-sur-Mer, où il s'installe à la terrasse du bar Le Dransart. 2 éléments l'attestent, une note de 2 consommations établie à minuit 5 et un signal GSM du portable de Jennifer à minuit 20. Le couple repart toujours vers le nord, en s'éloignant encore de Royan. À 1h28, le GSM émet un dernier signal sur le secteur peu peuplé de La Palmyre, là où Mendes a l'habitude d'emmener ses conquêtes, volontaires ou prostituées, hommes ou femmes. C'est là, sur la plage, selon le juge, que se déroule un incident majeur, sans doute un refus de Jennifer. Le magistrat estime que Mendes a dû porter un premier coup, assommant la jeune fille au torse dénudé, lui liant les mains dans le dos et la traînant vers le coffre de sa voiture. Direction cette fois le bois de la Chèvre à Saint-Sulpice, un lieu que Mendes connaît aussi fort bien. Monsieur Mendes, c'est clair, lui, il est présent sur la scène du crime. Pourquoi? Parce qu'on retrouve son ADN avec celui de Jennifer sur l'étiquette du sac à main de Jennifer. Et où est-ce qu'on retrouve cette étiquette? On la retrouve juste à côté du corps, sur la scène de crime. Ça veut dire que Mendes est le tueur. Et je pense que Mendes n'a besoin de personne pour commettre les faits qu'il a commis. Et tout le monde en a la certitude. L'implacable et rigoureuse démonstration du magistrat accable Mendes, en ignorant Seridi, qualifié de petit dealer sans envergure. Le juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait pas de charge suffisante concernant Seridi pour le renvoyer devant la cour d'assises, mais par contre, il a estimé qu'il y avait des charges suffisantes, et ô combien, a-t-il précisé d'ailleurs, contre José Mendes pour le renvoyer devant la cour d'assises de la Charente-Maritime du chef du meurtre de Jennifer Charon. Voilà la réalité du dossier aujourd'hui, et on en est toujours là. Un juge d'instruction, ce n'est pas une cour d'assises. Et précisément, la chambre de l'instruction de Poitiers, sur mon appel, a pensé autrement. Donc ce n'est pas parce que M. Ray a donné son point de vue que ce sera celui des jurés. Mais c'est certain que c'est un coup dur. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des jurés qui ne sont pas des professionnels du droit, c'est un magistrat qui parle et qui fait donc autorité. Donc c'est pour nous un handicap, c'est certain. Bon, on se dit à demain, non? À demain. Oui, on se dit à demain. Normalement, on se voit demain. Voilà. La prestation du magistrat à la barre renforce l'étrangeté de ce procès, où tout semble accabler un accusé disparu et où un juge dépose en défense du seul accusé présent. C'est la dernière journée d'audience, le verdict sera délivré ce soir. Tous les témoins et experts ayant été entendus, la phase d'instruction est close. Comme depuis le début de son procès, l'accusé est impassible, calme et apparemment confiant. Nul doute que la déposition du juge Ray lui a redonné le moral. C'est la dernière journée, d'accord? On s'en prend assez vite parce qu'il y a des éléments qui l'impliquent. Oui, voilà. Qui n'a rien à voir avec l'absence de Mendes. Mais Mendes seul, ça explique pas. Il y a l'histoire des liens, poligoter quelqu'un contre son gré, qu'à deux. Mesdames et messieurs, la cour. L'audience est reprise. On a vraisemblablement un auteur principal, et puis il a un partenaire. Je pense que Seridi est impliqué. Impliqué et coupable, on n'est pas exactement au même niveau, évidemment, mais il est impliqué. Moi, je pense qu'il y a le portrait de Samir et il y a le portrait de Seridi. Samir, il est sympa, apprécié par ses voisins, il multiplie les conquêtes féminines. Puis il y a Seridi, le Seridi qui roue de coups sa femme enceinte, qui lui casse la mâchoire et qui s'en souvient pas. Il a une facette très noire. Maître Andro enfonce le clou en traitant Samir d'escroc crasseux et d'égoïste autocentré. Prenant la parole pour son réquisitoire, l'avocat général tente de ficeler la culpabilité de Seridi comme co-auteur du crime avec Mendes. Il réclame 20 ans de réclusion criminelle.
Les réquisitions de 20 ans ont littéralement sonné Samir Seridi, qui pour la première fois de l'audience semble s'effondrer dans le box. C'est là où c'est ce monde qu'on a choisi d'injustice. Vous croyez que c'est liberté, égalité, fraternité? Confiance, confiance. Il y a des gens qui présentent la loi comme ça. À la reprise de l'audience, pour les plaidoiries de ses avocats, Samir semble avoir un peu repris le dessus, mais il est encore visiblement très inquiet. Tu me fais confiance, mon fils. Surtout faire confiance. Ça va sonner quand même ce qui a été dit. C'est aberrant de considérer Seridi co-auteur, qu'on démontre que Mendes et Seridi ne se sont jamais rencontrés, ne se connaissaient pas. On n'a aucun élément en ce sens. Il est aberrant de voir sur quel château de cartes, en fin de compte, repose, je dirais, la plaidoirie de l'avocat général. On ose réclamer 20 ans de réclusion criminelle contre une personne fondée sur strictement rien. C'est en réalité quelque part un procès de la différence. À partir du moment où quelqu'un n'est pas en mesure de réagir comme il faudrait qu'il réagisse ou comme il devrait réagir en vertu des codes en vigueur, etc., eh bien c'est qu'il est suspect. Et quand il est suspect, eh bien il peut devenir très vite coupable. Surtout en plus quand on lui dit, ben voilà, il y a une preuve scientifique. Sauf que la preuve scientifique, elle repose elle-même sur un postulat qui est plutôt branlant. Donc, et on s'est attaché à le démontrer. Voilà. La cour et les jurés se sont retirés pour délibérer, tandis que Samir est emmené en salle de police pour y attendre le prononcé du verdict. À la fin de l'audience, à la présidente qui lui donnait une dernière fois la parole, il a solennellement déclaré qu'il était innocent et qu'il n'avait pas de sang sur les mains. Les propos de Seridi sont forts. J'étais en face de lui. Il a attendu les dernières minutes de ce procès pour dire des choses, mais on l'a quand même tous entendu. Avec des accents de sincérité. Maintenant, ce que j'ai ressenti moi a laissé les jurés totalement indifférents. Peut-être. Moi, je vous parle en me projetant, si j'étais dans la salle des délibérés, je serais sincèrement très déstabilisé pour soutenir l'accusation. Les 3 magistrats et les 9 jurés, 7 hommes et 5 femmes, doivent répondre à une seule question. Samir Seridi a-t-il commis le crime dont on l'accuse? Dans ce procès rendu très atypique par le décès de l'un des 2 accusés, cette seule question recèle son propre piège. Rien ne prouvant que le meurtre de Jennifer ait pu être l'œuvre de 2 auteurs masculins, condamner Seridi serait quelque part innocenter Mendes, que toute l'audience a accablé. Après un peu plus de 2h30 de délibération, la Cour va rendre son verdict. L'audience reprend. La Cour. Voici la réponse à la question posée et l'arrêt délibéré en commun. À la question, l'accusé Abdelaziz Seridi est-il coupable d'avoir,
à Saint-Sulpice de Royan entre le 27 et le 29 avril 2007, donner volontairement la mort à Jennifer Charon, la Cour et le jury ont répondu non. Considérant qu'il résulte de cette déclaration que l'accusé Abdelaziz Seridi n'est pas coupable de l'infraction faisant l'objet de l'accusation portée contre lui, vu les articles 363, 366 et 367 du Code de procédure pénale, déclare Abdelaziz Seridi acquitté de l'accusation de meurtre portée contre lui. S'il vous plaît, un peu de silence, l'audience est levée. Je peux rien dire. Merci. Désolé. La cour d'assises de Charente-Maritime a acquitté Abdelaziz Seridi du meurtre de Jennifer Charon. Le parquet général n'ayant pas relevé appel de la décision, le verdict est définitif. Concernant José Mendes, son décès a éteint l'action publique menée à son encontre.